Bienvenue dans Offense. Aujourd'hui, on reçoit Christophe Lemaître. On va se demander si le triathlon est le sport le plus dur de la planète et si Usain Bolt est le meilleur sportif de tous les temps. Allez, générique. J'étais comme ça, j'avais les pointes comme ça sur le bitume, ouais. Moi, t'es un demi-cinglé. C'est la foire. T'es pas endurant. Bah non. Merde, c'est Christophe Lemaître, il avance pas. Quelle humilité, merci. Nanani, nanana. Ça a l'air de te donner très mal à la tête. Offense épisode 17. Avant de vous montrer notre invité, vous mettez un petit like sur la vidéo, vous boostez, vous n'hésitez pas et vous mettez 5 étoiles en podcast comme d'habitude. Et on peut accueillir donc Christophe Lemaître. Comment ça va, Christophe ? Ça va nickel, merci. Et on est content de t'avoir, tu sais pourquoi ? Parce que on a une athlète en face et on voulait avoir un vrai athlète un jour dans cette émission et on est content de t'avoir. Bah écoute, ça me fait plaisir. Je respecte Toi, pas, tu en vas fait. confirmer ça en fait. Tu vas confirmer que je suis pas une vraie athlète. Bah de toute façon, on n'est plus des vrais athlètes maintenant. Voilà, c'est belle entourloupe. Christophe, avant qu'on commence l'émission, du coup, Héloïse, soi-disant, en fait, il y a une espèce de truc très opaque autour de la carrière d'Héloïse. Qu'est-ce qu'elle représente sur l'échelle de l'athlétisme français ? T'es un bâtard, ma personne. Hein. Je te laisse Tu répondre. peux laisser répondre, s'il te plaît ? Je te laisse répondre. On dirait une femme castratrice, là. Arrête. Elle est très douée au loup-garou. Voilà, d'accord. Au palmarès, en équipe de France, elle était très douée. J'ai le meilleur palmarès du loup-garou en équipe de France. Super, ça, Ouais. vaut, ça vaut pas grand-chose en médaille, ça. Mais ça veut dire que je suis une putain de mytho, donc qu'est-ce que je vous ai dit sur ma carrière, on ne saura jamais. Et c'est vrai qu'au loup-garou, je prenais les choses très au sérieux pour la simple et bonne raison que j'ai même perdu des amis en équipe de France avec ce jeu. Palmarès au loup-garou ? Incontestable, la meilleure. Très clairement, que ce soit en tant que voyante, en tant que narratrice ou en tant que loup, surtout les loups blancs, j'étais interminable. Mais vous êtes déjà affronté sur la piste un peu ? Affronté, vous avez couru sur la même piste ? Non. Mais on peut pas, c'est un garçon, je suis une Bah, vous meuf. êtes entraîné, Par je contre, veux on a dire, déjà été en ensemble. stage plusieurs fois, Oui, oui, donc on a bah, été alors. plusieurs fois ensemble, oui. Bon, tu connais un peu l'émission ? Pas du tout. Pas du tout, c'est Pas très du tout, agréable. franchement. Écoute, on Je essaie suis de venu faire comme ça, on m'a invité, j'ai dit allez go, Écoute, t'as vas-y. fait la Starac, c'est un peu pareil, tu vas voir. Ah, ok, ça marche, ok, Voilà, je vois. pour les gens qui ne le connaissent pas comme moi, il a fait la Star Academy en tant que coach sportif avec le Exactement, Club Corée. exactement, Voilà, ouais. le prime de ta carrière. Ah, je pense, ouais. Bon De chanteur, ma carrière en tant que coach, évidemment. bon chanteur, Christophe ? Non. Mauvais ? Ah, mauvais. Bon, on te met musique quand même tout de suite et tu vas essayer de faire un karaoké. Pas vrai, évidemment, on va te laisser tranquille. Dans chaque émission Offense, on commence par une petite présentation dont je m'occupe. Ça s'appelle No Offense. Donc No Offense, surtout. Christophe Lemaître, tu es né le 11 juin 1990. Tu as grandi à Culose, on dit Culose ? Oui. Voilà. Une ville où courir reste la seule et unique chose à faire, c'est ça ? Non, il y a aussi faire du vélo aussi. Il y a aussi faire du vélo, en tout cas c'est comme ça que tu découvriras l'athlétisme. À peine 16 ans, tu cours déjà le 100 mètres en moins de 11 secondes. Ouais. Précoce, comme Erwan. Dans le basket. Dans le basket. T'étais précoce. Ok, il veut plus répondre. L'émission va être très dure. En 2010, on commence vraiment à entendre parler de toi. Tu t'empares du record de France en passant sous les 10 secondes. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Typiquement, Héloïse n'a jamais réussi à passer en dessous de cette barre. Du coup, elle a décidé de passer au-dessus des barres et de faire la haie. Bravo. C'est excellent, c'est écrit, c'est... En fait, ça, On va- ça on va va être te laisser- un on 1 va- contre 3, l'émission, je pense. C'est un roast, le roast d'Héloïse. L'année suivante, tu fais le triplé championnat d'Europe de Barcelone. 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres. Difficile pour les élèves de dépasser le mètre. Oh, Voilà. celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, elle est mieux, je crois. 2011, médaille de bronze au championnat du monde à une époque où Bolt termine le 200 mètres en 19-19. Ouais, plus difficile à suivre qu'une phrase de Doc Gynéco. C'est toi qui disais ça. Ah bon? C'est ça? Je m'en souviens plus. Médaillé de bronze en 2012 à Londres, en 2016 aux Jeux de Rio. Peut-être le plus grand moment de ta carrière jusqu'à cette invitation chez Offense. Exactement. Voilà. Bienvenue, en tout cas, on est très content de t'avoir. Et c'est vrai qu'il y a un truc avec Christophe Lemaître, on peut le dire, c'est que ça fait partie des légendes du sport français, mais qui a un peu disparu. Tu t'es rapidement après, t'es parti des caméras, tu t'es un peu caché quelque part, non ? T'en avais marre de tout ça ? Bon, je t'ai déjà caché depuis le début de ma carrière, donc... T'étais sous les spots sur la piste. Ouais, c'est exactement. Mais après, pour tout ce qui est à côté, j'étais tranquille après. Tu dis que t'as jamais cherché à être devant les caméras. Est-ce que la vérité, c'est que tu n'avais pas du tout envie de parler à Nelson Montfort? Même pas. En plus, je pensais même pas le rencontrer un jour, pour être honnête. Mais au contraire, justement, plus je passais devant lui, plus ça veut dire que je perçais. Donc, justement, c'était mieux que je le vois. C'était mieux de le voir plusieurs fois. Dans chaque émission Offense, on fait les peu populaires opinions. Pour le coup, on retourne sur les réseaux sociaux, on va chercher des techs qui font un peu grincer des dents et on en débat ensemble. Il y en a une
qu'on aime particulièrement, et ça tombe bien que tu sois là, c'est Bolt n'est pas le plus grand sportif de l'histoire. Pour le coup, on avait aussi fait une émission, on avait élu l'athlète ultime, le plus grand sportif de tous les temps, et je crois qu'on avait mis Bolt, Ouais. si je dis pas de bêtises. Non, on était tombés d'accord, je crois, sur Michael Jordan, les gars. Ah Ouais, oui, on était tombés d'accord sur. On mais j'étais hésitait pas d'accord. entre J'ai- Ali et Jordan, et finalement, on avait décidé que c'était Jordan. Et j'y ai réfléchi, je suis plus d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Est-ce que Bolt est le plus grand sportif ou c'est pas le plus grand sportif de tous les temps? Après, faut voir les critères de grands sportifs aussi. Hein. Tes critères, selon tes critères à toi déjà. Bah, Faut qu'il t'ait battu déjà. ouais, bon. Bah, c'est bon, c'est le plus grand sportif. Moi, franchement, très honnêtement, je trouve que. Enfin, je suis assez d'accord avec le fait que Bolt. Je suis revenue sur ce que je disais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Bolt n'est même pas le plus grand palmarès de l'athlétisme. Oui, mais alors, avec mon regard à moi hors Ouais. athlète, mine de rien, l'essence même du sport, c'est il y a 3 questions. Qui court le plus vite? Qui saute le plus haut? Qui va le plus loin? Et mine de rien, je trouve que c'est des questions que j'aime bien mettre Dans au ce cas-là, c'est centre. Carl Lewis. Au, Alors, les gars. au centre du débat. Bah non, qui va le plus vite, c'est quand même courir plus vite. C'est le premier truc que tu fais dans une cour d'école, c'est on fait la course qui va le plus vite. Et du coup, je trouve que Bolt, avec ce temps-là, il a une place importante. Maintenant, moi, j'aime bien sur le plus grand sportif de tous les temps, l'aspect qui dépasse un peu le terrain. Qu'est-ce que tu laisses? Bolt, depuis qu'il est plus sportif de haut niveau, on le voit dans des pubs pour Skip. Ou d'autres Bon, marques. tu vois, ça fait par rapport à Jordan, par rapport à Ali, dans 2 choses différentes. Un entrepreneur à fort succès. Il y a un homme qui s'est occupé des problèmes sociaux aux États-Unis. Mais là, Bolt, là-dessus, au milieu de là, tu vois, il fait un peu tâche. Ouais, Mais je suis sur le d'accord. sport, le mec qui va le plus vite au monde de l'histoire, et je sais pas quand est-ce qu'il va être battu, C'est là où il y a simple. encore un monde entre le sport féminin et le sport masculin parce que le plus gros palmarès de tous les temps dans l'athlétisme, c'est Allyson Felix. C'est une femme. Le plus gros palmarès avec 34 médailles confondues avec les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Et quand tu regardes Usain Bolt, c'est quand même beaucoup moins. Oui, mais après le palmarès, ça fait pas tout. Si tu prends dans le basket, Bill Bah, Russell, excuse-moi, mais Allyson il a- Felix, elle a un aura de ouf quand même. Oui, d'accord, mais je veux dire, le palmarès veut pas dire que t'es le plus grand champion de tous Non, les mais temps je trouve plus. quand même que ce soit dans l'aura, à part le fait qu'il soit hyper divertissant à regarder parce qu'il avait ce caractère un Ouais. peu très détendu, à rigoler et à avoir ce capital sympathie énorme. Ben, je trouve que Allyson Felix, elle avait aussi. Enfin, moi, en tant que femme, Allyson Felix, c'était vraiment pour moi le Graal Oui, parce oui. que c'est la plus grosse carrière, la plus grosse longévité, la plus grosse polyvalence parce qu'elle a fait 100, 200, 400. Là où Usain Bolt voulait aller et finalement, il l'a pas fait. Et alors, oui, dur. par contre, il a eu plus de médailles. Ouais, je comprends, si. Bah ouais, c'est dur. Mais finalement, Bolt, de plus en plus, et je suis d'accord avec toi, il y a aussi ce truc de post-carrière qui est un peu raté, je trouve, qui fait qu'il commence un petit peu à descendre. Christophe, parle-nous un peu de toi qui as vécu le boom d'Usain Bolt. C'était quoi d'être sur une piste à côté d'Usain Bolt? C'était quoi l'aura d'Usain Bolt? Je pense qu'il avait quand même un capital sympathique qui était énorme. Moi, je voyais quand je courais à côté de lui, quand il y avait la présentation des athlètes. C'est sûr, quand il passait à la caméra, c'est vrai que t'avais le public qui se soulevait, qui hurlait, etc. Donc, personne ne peut nier qu'il avait un capital sympathie, un personnage, une personnalité qui a accroché, outre. Bien sûr, il y a les performances qui va avec, évidemment. Tu sentais que c'était vraiment plus détendu, finalement. C'était un peu plus chill. Alors que tu pouvais être dans une finale de championnat du monde, Jeux Olympiques, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose d'à côté, tu vois, que c'était pas que le gars pour la perf, mais aussi un peu la personnalité qu'il avait, qui dénotait à côté un peu des Américains, finalement, qui étaient soit fermés ou qui faisaient plus de l'intox, de l'intimidation, un peu à l'époque de Maurice Green, etc., ou Tyson Gay qui était vraiment plus fermé. Tu vois, il y avait quelque chose qui dénotait par rapport à d'habitude, tu vois. Ouais. Même, je m'en souviens même d'Assaf Apoel, vraiment, c'est à la finale des jeux ou des championnats du monde, il était fermé. Et je le vois, c'était à... Rodez. voilà, exactement. Ouais, Rodez, ouais, c'est ça. Le meeting de Rodez. Non, au final d'un championnat du monde, je sais plus si c'est Berlin ou Daegu, où tu vois, essayer de faire le show, essayer de faire le clown, tu vois. Oui. Mais je Et sais c'était plus. pas, et ça lui allait pas parce que c'était pas du tout son truc. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu vois, mais pour te dire à quel point il a même modifié des personnalités, quoi. Tu vois, il a même, je dirais, un peu forcé même des choses, tu vois, à d'autres personnes. Rien que pour ça, tu savais que c'était un peu différent. On disait souvent que Usain Bolt, il mangeait n'importe comment. Est-ce que c'est vrai que Usain Bolt mangeait des nuggets en compétition? Alors, je sais pas s'il mangeait à chaque compétition. J'ai déjà vu, oui, une fois manger des nuggets en compétition. Est-ce que c'est tout le temps? Je pense pas spécialement, mais oui, j'ai déjà vu une fois manger des nuggets en compétition, ouais. Toi, pendant que t'étais athlète, tu faisais hyper gaffe à ce que tu mangeais? Non. Voilà. T'étais un compétiteur. Est-ce que quand t'étais à côté d'Usain Bolt, tu te disais faut que j'aille chercher la 2e place? Non, ça sert à rien.
Bah, tu vas pas à une compétition pour chercher la 2e place. Est-ce que tu as senti que tu avais les jambes un jour pour le battre? Est-ce que j'avais les jambes pour le battre? Vraiment, battre Usain Bolt Prime, c'était impossible. On va pas se mentir, Prime, c'était impossible. Aujourd'hui, tu le bats, ça serait marrant, tu sais. Allez. Non, mais je savais que pourquoi pas sur une course, pourquoi pas. Il y avait peut-être un monde dans un meeting ou dans une course dans une autre course, pourquoi pas. Je dirais pas que ça va pas montrer que j'ai été meilleur que lui, forcément. C'est pas parce que j'ai battu un Bolt qui était un peu moins bien que ça va montrer que j'ai été meilleur que lui. Mais je pense que sur une course, on sait jamais, on peut toujours gagner, oui. Et puis, Est-ce que j'imagine que quand t'es dans ta course, t'es concentré sur le couloir, hein, je dis un lieu commun, mais est-ce que tu le vois partir devant et que sur 100 mètres, ou tu le vois pas du tout en fait? Est-ce que tu sais qu'il est devant et que c'est déjà fini au bout de 40 mètres? Non, je me dis pas, même si je le vois devant, je me dis pas que c'est fini, non, Okay. parce que il y a quand même, parce qu'il y a pas que lui, il y a quand même d'autres concurrents également. Tu te bats pour aussi toi-même, pour tes perfs à toi. Donc, faut pas se démobiliser parce que tu vois Bolt devant. Moi, je me suis jamais démobilisé quand je voyais Bolt devant moi, soit qui me doublait dans le virage d'un 200 mètres ou alors il me dépassait au bout de 40 mètres sur la ligne droite. Bah, voilà, non, moi je me suis jamais démobilisé, ça m'a pas perturbé de le voir devant. Ça fait pas bizarre quand il y a un mec qui Mais déjà, je trouve que. Qui te met un tour d'avance. Non, mais sur 200 mètres loin. non, mais tu sais, vous aviez un peu la même physionomie de course, dans le sens où des mauvais partants, tu me prendras pas le mal que je dise que t'étais mauvais partant, on le savait tous. C'est pas un syndrome français, c'est un peu, je me permets avec ma petite culture athlée, c'est pas un syndrome un peu français de mal partir? Bon, quand Non. tu vois des Jimmy Vico Non, ou Jimmy Pablo Vico Matteo ouais. là en France récemment, non, ils partent bien. Non, ils partent bien, non, c'est pas, Non. c'est pas un truc pour le coup, mais c'est parce qu'aussi, tu penses à Christophe. Christine Aran avait ça aussi un petit peu, les Ouais, mauvais c'est vrai, départs. mais parce que toi, t'es un peu en mode old school aussi. Moi, je suis old school, Ouais, mais d'ailleurs, c'est vrai. pour moi, le meilleur départ de tous les temps en athlé, c'est Patricia Girard. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais souvent, les hardleux sont Moi, connus faut pour que je avoir. cale Patricia Girard, toujours. J'ai l'impression que Année s'il le biscotte, pose. hein. Non? Non, parce que c'est la famille. Parce que moi, j'ai vécu Patricia Girard. Donc, Tiens, pour parler de CrossFit, ouais, Patricia Girard. quoi, je fais ça maintenant? Si tu le passes pas une fois, c'est pas. Non, mais en vrai, c'est vrai que les hurdleuses, on a quand même des bons départs, mais t'étais pas connu pour être le meilleur partant, ou Usain Bolt non plus. Par contre, vous étiez connus tous les deux pour être les meilleurs finisseurs. Donc ils avaient un peu la même physiologie de course, et c'est pour ça que je pense aussi t'as ce truc de dire, bah c'est pas fini, parce qu'en fait, lui et moi, on va remonter sur les 20-40 derniers mètres, en fait, aussi, je Ouais, pense. c'est ça, oui. À un moment donné, tu emploies plusieurs fois un mot que tu ne dis pas toujours correctement, c'est le mot physionomie de course. À un moment donné, ça devient de la physiologie de course. Arrête, j'ai dit physiologie? Oui. J'ai pas fait exprès. Mais pour ma décharge, je me lève tous les jours à 4h30 du matin, il y a des mots qui sont plus compliqués à dire que d'autres. Pour ma défense. J'ai dit quoi? Pour ma décharge. Mais ça se dit pas pour ma décharge. À ma décharge. Mais attendez, à vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a un historique sur le fait que je cherche pas d'idée. Waouh. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là et vous pouvez en être témoin. C'est super. Et, du coup, est-ce que Bolt est le plus grand sportif de tous les temps pour toi ou pas? C'est compliqué, hein. Franchement. Tu peux faire un top 3 si tu veux. Hein. Oh, même un top 3, ça serait compliqué, hein. Je suis même Tu peux ne pas répondre, Non, s'il te plaît. je ne réponds pas. Mais voilà. Non, mais c'est compliqué. Mais franchement, alors je vais un peu être désolé pour les sprinters, mais en fait, tu fais juste courir vite dans un sprint. Je suis désolé, Je suis mais. tellement d'accord avec lui. Mais on y arrive. Alors que bon. Ah, je sais où tu vas aller. Je te laisse on finir, laisse Christophe. finir, mais on a un Pardon. gros débat. Ouais. S'il vous plaît, laisse-moi finir. Mais. Alors, parce que bon, après, il y a des entraînements techniques qui sont durs, il y a une manière de courir vite, il y a une manière de faire un départ. Bon, on peut élaborer de la technique, mais si on simplifie, c'est que de la vitesse. C'est que tu pars d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Tu prends d'autres sports qui sont beaucoup plus techniques, bah, par exemple, on prend le basket, où t'as quand même une cohésion d'équipe, t'as quand même le fait de savoir shooter, Une coordination. de dribbler, De courir avec de un prendre l'info. T'as quand même énormément de choses qui sont à prendre en compte. Ensuite, bon, après, t'as aussi d'autres sports qui sont comme ça, mais Ouais, donc pour toi, c'est plus Jordan que Bolt finalement. Si tu dois en choisir un, en fait. bah, je trouve que Jordan, je suis désolé, mais même pour ceux qui n'ont pas vécu l'époque Jordan, on le connaît. Bon, je pense que Ted Bolt, il y en aura qui on le connaît, mais je sais pas s'il aura la même aura que Jordan maintenant que Bolt. Quoi. Ouais. Pas la même après carrière. Jordan, il y a moi j'ai eu la chance de le vivre, donc il y a ce qu'on a vu sur le terrain, et il y a l'aura après carrière. Ouais. Aujourd'hui, ne serait-ce que par sa marque, et puis aujourd'hui, Jordan, tu sais, c'est un peu il y a des gens qui racontent des trucs qui sont même pas vrais. Tu sais, quand t'es petit, c'est Jordan, il a jamais raté un panier. Ah ouais, tu vois, il y a ces mythes un peu autour de ça qu'on retrouve pas avec Usain Bolt depuis qu'il a arrêté. Mais c'est marrant que tu ailles sur le côté technique parce que ça avait été un gros débat qu'il y avait eu entre les deux sur le où Erwan, je vais te laisser redire ta tech, c'était de dire que L'athlète est un sport de merde. Non, C'est un tech terrible. Pas du tout. Je disais que pour moi, en athlète,
il y avait moins de notions. Je vais peut-être un peu. Non, mais arrête de. Il y avait pas de talent. T'avais pas besoin d'avoir un talent particulier. Merci. Et quand je dis, alors, je vais juste finir. Quand je parlais de talent. Mais il y a un truc de talentueux, juste, je te coupe, c'est que. Dernière fois, par contre. Ouais, parce que ça fait déjà 4 fois. Écoute, c'est mon émission, à un moment donné. Quelle fois c'est la dernière Je fois peux demander à En plus, couper ton je te micro. l'ai déjà dit avant l'émission. Tu m'as dit ça part en couille On et coupe tout. ton micro et la caméra, c'est bon. On finit à 3. Il y a un truc de talent, c'est qu'on a vu des rugbymen, des footballeurs courir très vite. Ils battaient pas. Alors, on t'a vu perdre contre un rugbyman récemment, mais c'était en après-carrière. Ouais, voilà, exactement. Et c'était sur, c'était sur de la pelouse en plus. En plus, du synthé, en plus. Mais je crois que j'ai en mémoire Aubameyang qui court contre un athlète. Mais bref, c'est peut-être moi qui ai ma mémoire qui divague. Mais en tout cas, on n'a jamais vu des footeux battre des athlètes. Donc, est-ce que ça, c'est une question de talent aussi quelque part? C'est que un Mbappé ne battra jamais. Mais c'est une question de technique. Moi, je me souviens que quand on faisait des prépas au basket, tous les mecs avaient fait un peu d'athlé. Imprenable. Sur 100 et 200, imprenable. Mais en quoi c'est du talent, ça? Pour moi, c'est de ce que tu me répètes, et je vais faire une dernière comparaison, parce qu'il y a encore plein de choses à raconter. De ce que tu me répètes, je comprends le talent de comprendre la technique, mais moi, j'ai l'impression que votre geste, mine de rien, c'est de la répétition. Pour moi, le talent, c'est tu reçois un ballon à la Zidane, le contrôle, l'improvisation. Où est la part d'improvisation dans votre sport? Et c'est pour moi, le talent, c'est, la passe, personne l'a vu. La frappe, personne s'y attend. Le contrôle, le dribble. Je comprends totalement ce que tu veux dire, et je suis d'accord avec toi sur le fait que le geste, le beau geste, tu le vois pas dans l'athlétisme parce que tu es néophyte. Mais c'est toujours le même. C'est parce que t'es un néophyte. Je te jure, demain, je vois Christophe, plutôt hier, je vois Christophe faire un appui à la cave, comme on dit en athlé. Donc, en gros, il descend à la cave, ça veut dire que son appui, il est hyper bas. Presque, il va tomber tellement il a été expulsé des blocs et qu'il a été bon. Si je le vois descendre à la cave et je le vois réussir à ne pas perdre de puissance, à réussir à la transition parfaite, mais moi, je suis comme une dingue. Mais c'est une répétition d'un geste Non, c'est pas de la répétition, c'est qu'à ce moment-là, c'est parce que... Mais bien sûr que c'est de l'impro, parce qu'à ce moment-là, il doit réussir à gérer avec ce qu'il a fait, avec ses armes et avec ce qu'il vient de produire, et à ce moment-là, le fait qu'il arrive à se rattraper et qu'il arrive même à gagner, mais c'est de la folie. Mais c'est pour ça que je dis, j'entends sur le fait que pour toi, c'est pas forcément du talent, mais c'est parce que il faut avoir une certaine connaissance, je pense, technique de l'athlétisme pour voir à travers le talent, et que ce soit aussi dans la hauteur, dans la longueur. Il y a des mecs, tu te dis non, mais il est trop talentueux. Par contre, il faut des qualités intrinsèques exceptionnelles, il faut du travail exceptionnel. Attention, je suis pas en train de banaliser. Mais le talent saute moins la gueule que Curry qui tire à. Mais bien sûr, c'est pour ça. Pour le coup, ok, Erwan, je te l'accorde. À un moment donné, tu dis, je suis d'accord avec toi, Erwan, quand vous parlez de talent, mais est-ce que tu penses pas que Erwan confond un peu le talent et la prestation artistique? Prestation artistique, non, je pense pas. Je pense qu'Erwan, il confond, et je l'ai déjà dit, et on va faire une redite, c'est pas très grave il faut qu'il entende à la fin, entre talent et geste technique. Mais je trouve que quand on parle avec Christophe Lemaitre, parce que Louise, elle est gentille, mais quand on parle avec des vrais gens qui gagnent des médailles, je pense qu'on s'est compris avec Christophe. Il y a eu un truc entre nous, tu vois. Mais du coup, Christophe, qu'on comprenne, du coup, nous les néophytes, si tu te compares par exemple à Bolt, quel talent il avait que toi tu n'avais pas? Qu'est-ce qui se voit peut-être pour nous, en tout cas pour toi? Bonne question. Je pense que en fait, on va revenir peut-être à un point, je sais pas si vous êtes d'accord, mais le sport, c'est quelque chose d'assez inégalitaire dans le sens, t'es fait pour tel sport ou t'es pas fait pour tel sport. Donc, t'as des qualités intrinsèques, c'est-à-dire t'as la génétique, t'as le physique, t'as la morphologie, fait pour tel sport. C'est comme ça. Je pense que Bolt avait eu cette chance d'avoir ce corps, cette génétique, d'avoir autant de fibres rapides pour courir vite. Donc, c'est comme ça. Après, il y a l'entraînement aussi qui va jouer, il y a l'environnement aussi. Bon, il y a plein de facteurs, etc. Mais je pense que tout se joue dès la naissance, sur la génétique. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir la génétique pour courir assez vite. Non, courir très vite. Non, mais grave, comment tu parles de toi? Comment, Christophe? Mais c'est vrai. Non, mais je dis assez vite par rapport à c'est vrai, plus vite que d'autres, mais moins par rapport à des gars comme Bolt, à Safa Powell, Tyson Gay, etc. Mais... Non, mais il faut le rappeler quand même, 2 médailles olympiques, Christophe. Oui, non, mais je sais. Non, mais je suis au courant. J'y étais. Non, mais quand je dis assez vite par rapport à d'autres, évidemment, mais ça se joue dès le départ. Après, la génétique fait pas tout. Il y a le côté mental aussi qui va jouer. Si t'es capable de gérer la pression ou pas du tout. On a bien vu un Safa Powell qui a jamais été champion du monde, alors qu'il était recordman du monde à l'époque. C'est un peu dommage, quoi. Dès le départ, génétiquement, tu peux prendre 2 personnes qui font le même entraînement, qui ont la même morphologie. Si à l'intérieur de toi, t'as un gars qui est fait pour courir vite, qui a que des fibres rapides, et l'autre qui a que des fibres lentes. C'est ça. Et preuve en est, aujourd'hui, record du monde 100 mètres, 200 mètres, c'est toujours Usain Bolt. Et malgré l'arrivée des pointes carbone, donc les pointes
hyper technologiques qui vont permettre de courir très vite et il y a beaucoup de records du monde qui tombent depuis, celui de Bolt, il est toujours pas tombé. Nous, on va refermer cette PPO. On va passer à la deuxième qui te concerne encore. C'est les conseils des coachs sportifs sur les réseaux. Il n'y a rien de pire. Alors, c'est une PPO qui s'explique, je pense, parce qu'on a vu une multiplication des coachs sportifs sur les réseaux sociaux et peut-être même que des gens ont fait une overdose. En tout cas, c'est pour ça qu'on retrouve ce commentaire. Et toi, tu es coach sportif pour les gens qui le sachent et qui ne le savent pas. Je suis coach sportif, bizarrement, je vois beaucoup de publications de coachs sportifs qui vendent des formations aussi. En plus, le nombre de pubs que je vois, oh là là. Non, mais je vois des pubs du genre, apprends à monétiser ton talent de coach nanani en plein de prospects, de clients. J'ai fait, cassez-vous. J'en peux plus de ça. Mais oui, après, je vois énormément d'autres publications qui parlent de techniques à faire, par exemple, améliorer tes tractions, ou, mieux travailler tes fessiers, nanani, nanana. Ça a l'air de te donner très mal à la tête. Hein. Non, mais en fait, parce que des fois, Prends je vois... une taf de trucs, ça va t'aider. Attends, je bois un coup, là. Mais j'ai plus rien à boire. En plus. Mais en fait, moi, des fois, ce qui me fume, c'est qu'il y en a qui donnent des commentaires et quand ils le montrent, ils le font mal. C'est ça aussi qui me fume. Tu vois, il y a des choses comme ça. Tu dis, faut pour travailler ça, il y a cet exo. Ils le font, mais il le faut pas spécialement bien. Tu vois, déjà, rien que ça me fume. Il y a aussi, après, t'entends tout et son contraire. C'est horrible. T'en as qui disent, il faut faire ça. T'as 2 publications plus tard. Alors, pour faire ci, il faut faire ça. Alors que 2 secondes plus tard, t'as vu un autre truc qui disait le contraire. Donc, en fait, les gens se perdent. Et c'est vrai parce que ça se multiplie. T'as des gens qui se perdent là-dedans. Tu sais pas qui croire. Tu sais pas, en fait, déjà, tu sais même pas si le coach, c'est vraiment un coach sportif ou s'il a vraiment ses diplômes ou pas. T'en sais rien du tout. Donc, c'est la foire. Mais de toute façon, c'est devenu quelque chose à la mode. Et malheureusement, comme tout ce qui est à la mode, c'est récupéré un peu par tout le monde et n'importe qui. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, en plus, les réseaux sociaux, c'est quand même les limites aussi des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, tu peux rien vérifier. Comme tu dis, Christophe, on sait pas qui est qui. Les réseaux que t'as juste un mec un peu affûté avec un t-shirt moulant, qui a des gros pecs. Tu dis, bon, ça fait crédible. Et si t'as des abonnés, plus, tu dis peut-être qu'il est plus crédible. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des potes qui sont de très bons coachs de sport, Arthur Sen notamment. Et tous ces mecs-là, ils vomissent tous ces coachs, ces fake coachs Instagram. J'ai l'impression que les plus grands coachs sportifs sont pas souvent dans ce périmètre-là, pas comme ça. Pas autant, en effet, pas en tout cas celui d'Instagram ou des autres réseaux sociaux. Et avec l'arrivée de l'IA, c'est encore un autre sujet parce que là maintenant tu dis crée-moi un programme nutritif adapté, et un programme adapté à cette personne, elle a cet âge-là, elle fait ce poids-là ici. Et du coup en fait je peux m'autoproclamer coach sportif. Mais ce qui est fou en fait sur les réseaux, c'est qu'il y a une ligne très fine entre le coach sportif et l'influenceur fitness. Et l'influenceur fitness, c'est ceux que tu vois le plus, c'est ceux qui sont allés à la salle, qui ont des corps de ouf, franchement. C'est vrai, c'est vrai. Très beau mal. Et qui vont te donner des conseils pour être comme eux cet été. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de voir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Moi, j'avais une question un peu à côté, Christophe. C'est toi qui as été dans l'athlé, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach sportif et pas coach spécialisé dans le sprint ou dans le 200 mètres? Déjà parce que j'avais envie de faire autre chose, parce que j'ai fait 19 ans d'athlé, 15 ans de haut niveau à peu près, dans ces eaux-là. Je voulais voir un peu autre chose aussi. Puis je me voyais pas tout de suite coach d'athlète. T'imagines, c'est pas parce que j'ai fait 19 ans d'athlète que je vais être bon coach, déjà. Oh, quelle humilité, merci. Non, mais il y a tellement de personnes qui pensent pouvoir le faire. C'est vrai. Être pédagogue, être capable d'expliquer les choses, c'est pas donné à tout le monde. C'est un autre métier. C'est un vrai métier, c'est un autre métier. Moi, les dernières années, j'étais à Nantes. Je me suis entraîné à Nantes avec Richard Curza, qui est l'entraîneur du relais 4x100. J'ai jamais autant compris mon sport qu'à ce moment-là. Dommage. C'est dommage, oui. Non, mais c'est vrai, mais c'est con. Mais c'est ouf. le nombre de trucs que j'ai appris en 2 ans par rapport à toute ma carrière, j'ai jamais autant compris mon sport et ma discipline qu'à ces moments-là. Et moi, je me voyais pas, franchement, débouler comme ça avec mes gros sabots, dire j'ai fait 19 ans d'athlète, je connais mon sport, alors que, comme j'ai dit, les dernières années, j'ai plus appris de mon sport les dernières années que durant toute ma carrière. Moi, je me voyais pas encore être coach dans le 100 mètres, 200 mètres, parce que je savais pas si j'avais cette pédagogie et même cette patience, parce qu'il faut avoir beaucoup de patience pour créer des programmes, gérer les personnes, être capable de s'adapter aussi, question d'adaptation, en fonction des personnes que t'as, en fonction de leur qualité, mais aussi des aléas comme les blessures, etc. Bon, bref. Je pense qu'il y avait plein de choses et moi, je me sentais pas prêt. Mais tu parles beaucoup, tu te sentais pas prêt. Ça veut dire qu'un jour, tu te sentiras peut-être prêt à être coach. C'est une porte, c'est pas une porte fermée définitivement. Non, c'est pas une porte fermée. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me ferme pas la porte à un retour en clé. Être dans le fitness, c'est un très bon moyen d'apprendre déjà à coacher. Déjà à coacher plusieurs foules en même temps quand tu fais des cours co, mais aussi à coacher une seule personne quand tu fais des coachings individuels. Parce que ça t'apprend à connaître la personne, ça t'apprend
à faire un programme pour une personne, ça t'apprend à t'adapter à la personne aussi également. Tu peux avoir tellement de profils différents que c'est un excellent moyen de coacher, d'apprendre à t'adapter, à t'apprendre à faire avec la personne. Et une fois que j'ai cette expérience-là, je me ferme pas la porte à un retour en athlétisme. Donc, mais j'avais besoin de faire voir autre chose, j'avais besoin de découvrir autre chose aussi pour moi, de m'aérer un peu l'esprit, aussi un peu de gagner ma vie, parce que bon, les coachs d'athlètes qui gagnent leur vie, il n'y en a pas beaucoup ici également. Non, mais il faut dire ce qu'il y a aussi. J'ai été coach d'athlète, mais est-ce que j'aurais gagné ma vie avec ça? Du coup, j'ai envie de te poser une question. Quand on a la carrière de Christophe Lemaître avec 2 médailles olympiques, des titres de champion d'Europe, des médailles au championnat du monde aussi, est-ce que quand on finit sa carrière, on peut se dire, bon, j'ai au moins 5-10 ans devant moi, je peux rien faire? Ou t'as été obligé de bosser financièrement? Bah, je te réponds à ta question. Je suis coach sportif des retraites. Donc ça pose, tu vois, ça répond à la question, tu vois, je vais te dire. T'aurais pu tout cramer aussi. Bon, t'as pas l'air d'être... En boîte de nuit, encore. Mais toi, regarde, si t'es obligé de travailler aujourd'hui, c'est que non, je pouvais pas me permettre. C'est pas rentable. Est-ce que les sponsors marchaient sur ton après-carrière ou ça s'est arrêté une fois que t'as rangé les crampons? J'ai plus de sponsors une fois que j'ai terminé. Non, j'avais plus d'équipementier, plus de sponsors, plus rien. Non, ça s'est arrêté. Il y a Marlboro qui avait demandé, mais bon. Bon, on referme ces PPO. Vous nous dites dans les commentaires, hein, évidemment, si vous en avez pour les prochaines émissions. On est toujours preneurs. On peut commencer le grand débat du jour autour du triathlon. Est-ce que le triathlon est le sport le plus dur du monde? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec Christophe Lemaître. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un triathlon? Non. Personne ici? Non. Personne. Ouais, même un duathlon d'ailleurs. Un duathlon, non, jamais. Est-ce que pour vous, comme ça, dans votre imaginaire, c'est le sport le plus dur, avant qu'on aille trop dans les détails? Pour moi, c'est le sport le plus dur sur un ressenti personnel parce que je suis pas un mec qui fait du fond, de par ma taille et mon poids. Je suis un mec qui est un horrible nageur. Je nage pour pas me noyer. Et le vélo, ça me fait mal au dos, c'est sur les longues distances comme ça. Donc en fait, t'associes 3 sports pour lesquels j'ai pas d'affinité, pour lesquels je suis pas doué. En fait, pour moi, les mecs qui font ça, c'est des surhommes presque, tu vois. Très bien. Héloïse? Ouais, moi je suis assez d'accord. Je crois que le triathlon, c'est un des sports les plus durs. Il y a juste des notions, je pense, qu'on doit retirer à ça. Par exemple, les sports de combat, je trouve ça aussi très dur dans leur univers. Donc, si j'essaye d'être le plus honnête possible, j'ai l'impression qu'un triathlète peut savoir se battre là où un boxeur n'a aucune chance sur un triathlon. C'est là où... Enfin, dites-moi si je... pour moi, c'est une take de merde, mais on y reviendra. Et Christophe, pour toi? Pour moi, le sport le plus dur du monde, c'est surtout en gymnastique. En gymnastique? Okay. Par rapport au nombre d'heures que tu dois faire, au physique que tu dois avoir, surtout pour les compétitions, si tu fais le concours complet, etc. Pour moi, la gym peut prétendre à être le sport le plus dur du monde par rapport au travail que tu dois fournir. Ouais. Après, le triathlon, c'est un sport très complet. Parce que tu dois savoir courir, bon ça va, je pense que tout le monde sait à peu près quoi, mais savoir nager vite, bien et pédaler longtemps après l'effort, ouais, c'est un sport complet, mais moi je serais plus sur la gym, sport plus dur. Dans le débat sur quel est le sport le plus dur du monde, Christophe Lemaître dit que pour lui, ce n'est pas forcément le triathlon, mais il donne comme sport la gym. Est-ce que toi tu trouves ça surprenant comme réponse? Je vais te répondre en chanson, parce qu'il y avait un dessin animé sur la gymnastique quand on était plus jeune. Est-ce que vous l'avez? J'aime la gym, je m'entraîne et j'aime la gym. Vous l'avez pas, vous êtes vraiment c'est moi le boomer en fait. C'était l'équivalent de Jeanne et Serge en gym. Non mais là, la gym, honnêtement, frérot, je fais un 95 sans diplôme. J'ai rien à dire sur la gym, à part que ça me foutait la haine d'en faire à l'école. Donc la gym, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que les 3 sports, quand je les imagine, ils me font chier. C'est-à-dire que faut courir longtemps, c'est très dur. Faut faire du vélo longtemps, c'est très dur. Faut faire de la natation très longtemps, c'est très dur. Où est le plaisir dans tout ça? Je vous le demande. Pour les distances du triathlon, il y a quand même des leviers de difficulté. Il y a le triathlon aux Jeux Olympiques, c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo, 10 km de course. Il y a ce dont on va parler aujourd'hui aussi, l'Ironman. Et Ayman va nous expliquer ce que c'est. Vous allez voir, c'est bien plus compliqué. En France, comme dans Offense, on n'est jamais d'accord sur rien. Sauf peut-être pour dire que le triathlon, c'est le sport inventé par quelqu'un qui n'aimait pas choisir. Natation, vélo, course à pied, 3 sports, un seul mec, 0 bon sens. Donc on va se demander comment on en est arrivé là. En 1974, à San Diego, un groupe de sportifs se retrouve autour d'une bière et se pose la question. C'est quoi le sport le plus dur? Sauf que ces gens-là, au lieu de répondre c'est subjectif, ils décident de combiner les 3 disciplines pour en faire une course. Pourquoi faire simple quand on peut faire diversifié? 4 ans plus tard, à Hawaï, un militaire américain, John Collins,
pousse le concept à l'extrême. L'idée, combiner les 3 courses les plus dures d'Hawaï en une seule journée. 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Whoever finishes first, we'll call him the Ironman. Aujourd'hui, l'Ironman est une marque, une communauté, un style de vie. Des gens qui se lèvent à 5h du mat pour nager dans une eau à 14 degrés et volontairement. On les comprend pas, mais on les juge pas. Ce qui est intéressant, c'est le profil de ces gens-là. Discipline, vision long terme, pas le genre à improviser. Et franchement, c'est exactement l'état d'esprit que j'essaie d'avoir avec mon épargne. Sauf que moi, je nage pas à 5h du mat pour ça. J'ai trouvé Ramify. Portefeuille diversifié, expert qui pilote, optimisation fiscale. Moi, je fais rien. C'est le triathlon de la gestion de patrimoine, sauf que je ne suis même pas essoufflé. D'ailleurs, Ramify est partenaire titre du Ramify Ironman de Nice le 28 juin. Via le lien en description, 6 mois de frais de gestion offerts jusqu'à 1 000 €, un audit patrimonial et une expérience VIP le jour de la course pour voir les athlètes de très près. Le lien est en description, vous me remercierez. Bon, maintenant que vous en connaissez les origines, je vous laisse débattre de si le triathlon est le sport le plus dur du monde. Moi, je vais essayer de débloquer un vélo électrique pour rentrer chez moi. Merci à Ramify d'être le partenaire de cette vidéo. Vous avez les liens dans les commentaires pour participer donc et aller voir l'Ironman de Nice. On est d'accord déjà, je vous redonne les distances de l'Ironman, 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon. Juste avant de parler du sport, est-ce qu'on peut dire que les gens sont des fous de faire ça ? Ouais, mais les gens ont besoin d'aller tester leurs limites. Je crois que quand on est sportif, et peu importe le niveau qu'on peut avoir, les qualités intrinsèques dont on parlait tout à l'heure, je pense que dès que beaucoup de gens, dès qu'ils veulent toucher un sport, ils veulent connaître leurs limites. Et c'est vrai que dans les sports co, c'est dur de connaître ses limites finalement parce que tu dois te faire des passes. Là, sur ces sports-là, tu peux te dire, te regarder en face et dire, est-ce que je peux aller aussi loin que ça? Donc quelque part, moi, je les comprends, je les trouve fous, je les comprends. Mais par contre, ce qu'ils doivent ressentir quand ils finissent, ça, je pense que ça doit être une sensation tellement exceptionnelle. Donc je le ferai jamais, mais je les comprends. Et parfois, je les envie sur la ligne d'arrivée surtout. Je trouve que l'Ironman, vraiment, pour le coup, c'est encore autre chose. C'est vraiment un niveau tellement difficile. Pour le coup, j'avais eu la chance d'interviewer Vincent Louis, qui était du coup triathlète sur les épreuves olympiques et qui a du coup bifurqué sur l'Ironman, d'ailleurs qui a fait celui de Texas il y a pas très longtemps. Honnêtement, c'est hors norme, même pour des mecs qui sont de base triathlètes et qui passent sur l'Ironman, c'est d'autres filières. Tu le fais aussi plus tard parce que tu vas sur des courses qui sont plus longues, que ce soit sur le vélo ou que ce soit dans la course à pied. Donc du coup, t'as un peu moins ce besoin. On parlait d'ailleurs tout à l'heure de fibres rapides. T'as moins ce besoin-là, donc c'est un peu plus facile pour ça. Mais par contre, dans la durée, mais c'est tellement difficile. Même comment tu fais pour ne penser à, enfin, tu dois penser à rien, penser à tout en même temps, décrocher. Et il y a ce truc de aussi, je trouve actuellement sociologiquement, on a cet objectif, je trouve, en tant qu'être humain, de vouloir être le meilleur être humain possible, d'être la meilleure version de soi-même. Et je trouve que ça va vachement bien avec cette ère d'Ironman, de voir ce que tu disais, aller dépasser ses limites, aller réussir à voir jusqu'où tu peux aller. Et parfois, je trouve que c'est un peu à outrance. Tu vois, je trouve que vraiment, tu te mets dans des états, t'as des gens qui finissent pas, ou alors des gens qui finissent, mais il faut voir dans quel état ils se mettent et combien de jours ils ont besoin pour se remettre. Ça fait du bien psychologiquement, j'imagine, de réaliser ce genre de truc-là. D'ailleurs, souvent, la plupart des gens, ils en font un pour dire, genre, ceux qui en enchaînent et tout, mais tu peux te faire mal. Tu peux te faire mal. Oui. Les gens qui font même de la course à pied à outrance, ils se font mal. Il y a beaucoup de distance entre les courses. Exactement. Donc, c'est des trucs où tu laisses des plumes quand même. Christophe, ça n'a jamais été un goal de finir un triathlon. Bon, déjà, j'ai ma plus grande réussite après carrière, c'est de faire un 10 km, c'est déjà pas mal. Donc, j'irai pas plus loin. En sprint, du coup, parce que. Évidemment, j'étais comme ça. J'avais des points comme ça sur le bitume, ouais, c'est ça. Non, mon prime, c'est déjà de faire j'ai fait un 10 km, c'est mon prime, donc j'irai pas plus loin. Les gens veulent connaître le chrono. Les gens veulent connaître le chrono, je suis désolé. Je sais plus. Oh, franchement. Ça se retrouvera. Sous les 20 secondes, le mec a aucune notion en athlète. Exactement. Mais c'est marrant de se dire qu'un athlète de haut niveau t'es pas endurant. Bah non. Bah, les sprinters sont pas endurants. Bah, tu pourrais quand même, tu t'entraînes à courir tous les jours. Bah, pas être endurant. Ça n'a rien à voir. T'as un minimum d'endurance quand même. Oui, plus que nous, je te rassure. Hein. Mais en vrai, non. Bah, s'il est fier. Est-ce qu'on a vu sur 1500 ? Bah non. Bah non. En vrai, vraiment, les sprinters sont pas endurants. Et pour le coup, même, ils détestent ça. Tu leur dis, séance d'aérobie, séance footing. Non. Bah, tu vois, non. C'est vraiment deux sports complètement différents. C'est pour ça, peut-être que je trouve, et c'est pour ça aussi, moi, que je trouve que c'est peut-être le sport le plus dur parce que je sais ce que ça demande, je sais ce que ça coûte et je trouve ça tellement dur. Alors, il y a ce truc aussi de polyvalence. Souvent, en l'heptathlon, le décathlon, on dit que, c'est parce qu'ils sont pas assez bons partout. Et du coup, c'est pour ça qu'ils font plein d'épreuves. Est-ce que du coup, le triathlon, c'est pas aussi un peu ça ? T'es pas assez bon dans le cyclisme, t'es pas assez bon dans la course à pied, pas assez bon dans la natation. Du coup, tu fais le trio de tout ça ? Peut-être, mais j'avoue que pour le coup, ça, je suis pas assez connaisseuse pour en dire. Il y a un point commun entre vous deux, c'est que vous êtes très mauvais en natation. Ah oui. Bah, moi, je suis très mauvais, ça c'est sûr. Ah, moi, je pense que je suis pire que toi. Non, c'est pas possible. Mais je suis toi. Moi, à la fac, STAPS, il y a 200 mètres à faire donc sur un bassin de 25, je vous laisse faire le calcul.
J'ai fini en 5 minutes 50. Donc, évidemment, hors des délais. Il m'a mis 1 pour abnégation. C'est vrai, il m'a dit, bah, écoute, bravo. Tu m'as impressionné. Je t'ai vu partir. Je pensais que t'allais jamais finir. T'as fini. Il m'a dit, bravo. J'ai commencé, j'ai plongé. Les lunettes, elles sont montées là-dessus. Je me suis arrêté, je les ai remises. Bon, honnêtement, je suis plutôt à l'aise, hein, sur des terrains de sport en général. Là, je me suis rarement senti aussi ridicule. Donc, je pense que je suis pire que toi. Ah, moi, j'aurais pas fini, donc. Voilà, t'es pas mal. 5 minutes 50 pour faire un 200 mètres en natation. Tu estimes à combien à peu près, toi, le temps que tu mets pour aller jusqu'à la bouée quand tu vas à la plage? Bah, déjà, il n'y a pas la pression du chrono, je prends mon temps, je suis en vacances. Non, je suis souvent allé toucher la bouée. Puis après, je faisais signe au maître nageur pour qu'on vienne me chercher, quoi. C'est vrai que tu commençais à dire, c'est quoi pour vous le sport le plus dur des 3? Là, si vous devez imaginer le truc que vous ne finiriez jamais. Ben moi, je sais courir quand même, je sais faire du vélo, je sais nager pour pas me noyer. Donc, la natation. Moi, c'est la natation aussi. Je pense pareil, que ouais. Je prends le. Enfin, non, je sais pas faire en fait. Hein. C'est-à-dire que je sais nager comme lui pour pas mourir. C'est dangereux, quoi. Ouais, je fais ça juste pour pas mourir. Tu peux paniquer un moment de dire, en fait, c'est loin. Mais les gars, pendant des Ironman, il y a des moments où, je sais plus, la dernière fois qu'ils disaient que pendant un Ironman, il y avait eu des requins. C'est Michael Downey Jr. qui disait ça, non? Il y a eu des requins. Robert Downey Jr. J'ai raté ma blague. Ironman, Robert Downey Jr. J'ai raté ma blague. Ouais, ça t'arrive, c'est très plus. rare. C'est très rare de te louper là-dessus, merci. surtout sur les name dropping, mais ça arrive parfois. Non, mais honnêtement, c'est terrible. Il y a des requins. Enfin, pourquoi faire? Non, moi, la natation, Qui a mis les requins d'ailleurs? Non, ouais, ce serait la natation. Toi aussi, du coup. Ah bah oui. Ce serait la natation. On a demandé quand même, parce qu'on est des gens sérieux, un vrai triathlète. On a demandé à Dorian Coninx, qui est médaillé de bronze à Tokyo en relais mix, champion du monde de relais mix 2018, champion d'Europe 2021. Je le mets bien, notre Dorian. Et il nous dit, pour lui, quel est l'athlète le plus avantagé? Est-ce que c'est celui qui court bien, celui qui fait bien de la natation, celui qui fait bien du vélo? Et ben il nous répond. Salut, c'est Dorian Coninx. Je suis triathlète de l'équipe de France et actuellement à Alghero en Sardaigne. Je viens de faire ma rentrée sur le championnat du monde et je viens de faire 4e. Alors la discipline la plus dure, ça dépend vraiment à qui on pose la question et du passé de la personne en question. Pour moi, je viens de la natation. Donc franchement, c'est assez facile, j'ai nagé toute ma vie, mais ce sera pas la même réponse pour quelqu'un qui a commencé la natation sur le tard. Pour ma part, c'est le vélo qui m'a demandé le plus de travail, c'est ce que j'ai commencé le plus tard. J'aurais tendance à dire que c'est les coureurs, entre guillemets, qui sont le plus avantagés, parce que c'est la discipline qui finit le triathlon et là où on peut gagner la course. Mais c'est important d'être bon en natation, parce que sinon on n'est pas dans le coup, et d'être bon à vélo, parce qu'on a beau être aussi fort qu'on veut, si le vélo il nous a demandé de tout mettre, on va pas réussir à courir vite. Donc au final, ce qui est vraiment important, c'est d'être complet et d'avoir le moins de points faibles possible. Dorian nous dit que les plus avantagés pour lui, c'est les coureurs, parce que tu termines un triathlon par la course. Ça a du sens, hein. Bah pas tant pour moi. C'est Je vrai. pensais pas que ce serait le coureur qui serait le plus avantagé pour moi. Imagine, si t'as pris du retard donc sur la natation, sur le vélo, c'est toujours plus facile psychologiquement de dire je dois rattraper quelqu'un. D'être outsider. Voilà, plutôt. Donc en fait, moi, ça a du sens. Pour moi, j'avoue que j'aurais pensé que ça aurait été l'épreuve la plus lente. Parce que du coup, si tu peux pas rattraper là où t'es déjà mauvais, c'est-à-dire que la natation, vu que c'est très lent, très lent par rapport à la course à pied et le vélo, évidemment, vu que t'es plus lent, bah du coup, si t'es mauvais, tu perds beaucoup plus de temps que les autres et ça va être difficile de rattraper. Mais c'est vrai que la course à pied est dernière épreuve. Hein. Christophe, pour toi, comment on juge la difficulté d'un sport? Parce que la question, c'est quand même, est-ce que le triathlon est le sport le plus dur du monde? On le voit sur le triathlon, il y a le côté très physique, mais techniquement, c'est pas le sport le plus dur du monde. Bah déjà, bien savoir nager, c'est déjà technique quand même. Hein. C'est vrai. Non, je veux dire, déjà apprendre à pas couler, déjà, c'est déjà pas mal. Pour savoir nager vite et longtemps, pour rentabiliser, en fait, pour que tu aies la nage la plus efficiente possible, il faut quand même bien savoir nager, il faut avoir une technique quand même. Oui, mais si je te mets par exemple la Formule 1, qui est un sport très technique, pour le coup, peut-être le plus technique. Si je te mets les sports de combat, où tu as le côté physique et le côté technique, c'est des sports plus difficiles, non? Après, le sport de combat, il y a l'aspect psychologique de dire je peux me faire coucher, je veux prendre des coups. En fait, c'est pour ça qu'on fait cette émission, mais comparer des triathlètes avec des mecs de MMA, c'est très compliqué de faire la jonction. L'aspect perte de Parce poids que aussi. quoi qu'il arrive, on peut me dire ce qu'on veut, moi, monter dans une cage. Bon, déjà, pour moi, t'es un demi-cinglé, mais par contre, bravo. Et en fait, et dans la préparation, dans la dureté psychologique, j'ose même pas imaginer ce que c'est de se retrouver dans cet octogone-là avec un mec en face qui a envie de te tuer. Mais en même temps, me dire, faire un triathlon ou un Ironman, la durée, là, pour moi, c'est très dur de dire l'un est plus dur que l'autre. Qu'est-ce Ouais, mais qui est le plus tenir dur dans une cage, c'est peut-être plus dur que faire un... je sais pas. Moi, je pense que dans une cage, j'y vais. Au pire, je fais un tout droit, je le plaque, je me fais casser la gueule. Attends. Mais là, on parle de mecs qui tiennent des combats au sol, qui... Oui, mais je me fais casser la gueule. Moi, je pense que je suis plus proche de monter dans une cage et de me faire casser la gueule. Ça, y a pas de débat. Plutôt que de faire un Ironman, hein. Je trouve que c'est plus dur de se confronter à soi-même que se confronter à quelqu'un d'autre.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand Ok, t'es dans... Confucius. T'arrêtes de la mais par contre, tu me parles quand tu dis Mais ça. oui, bah, ça me fait plaisir quand même. Non, mais tu vois, il y a ce truc de t'es en face de quelqu'un, il y a un monde où, bah, tu vois. Carotide. Carotide. Il n'y a pas le droit, par contre. Ouais, mais peu importe, je m'en fous. Moi, l'objectif, c'est survivre, mon gars. Non, mais le truc de me confronter à moi-même, ce dépassement-là, me fait peur. Je crois que j'aurais plus de mal à faire ça que d'aller dans une cage. Non, c'est vrai. Non, mais moi, je vis souvent. Moi, je l'ai vu. Bon bagarreur. Non. Mais c'est pour ça que je courais vite d'ailleurs. J'ai fui les bagarres. Et allez, ciao, au revoir. Christophe Lemaître contre Sangori, tu penses que tu gagnes à la bagarre? Ça a testé. Je ne promets rien. Si Erwan Abotret faisait une bagarre contre Erwan Abotret, qui gagne? Je pense que les deux perdent. Tu vois? Ou les deux gagnent. Ouais. Draw. Match nul. Non, personne ne gagne. Les deux perdent. Pour disqualification, pour mauvais comportement. Non, mais par contre, c'est vrai que moi, me confronter au meilleur du monde, tu vois, comme des bols, ça me faisait pas peur. Au contraire, j'adorais ça. Par contre, me mettre des cartons où je sais que je vais faire des séances où je vais me mettre mal, Ah ouais. où je sais par avance, où je vais cracher mes poumons, je vais être lactique, mais mort, je vais finir au sol. Ça, par contre, ça me faisait peur. Ouais. Ok. Tu vois, contre les meilleurs du monde, j'en avais rien à faire. Enfin, ça me faisait pas peur, du moins. Par contre, on me dit des séances où tu vas te faire massacrer, tu vas finir à quatre pattes, t'auras plus de jambes, t'auras plus de poumons, t'auras plus rien. Ouais, j'avais peur. Là, franchement, c'est des séances où j'avais. Tu y allais avec l'appréhension. Ah oui, totalement, oui. Ah, Totalement. Mais même, regarde, même mes premiers 200 mètres, quand j'ai découvert le 200 mètres pour la première fois, déjà, j'ai cru que j'allais jamais le finir parce que je suis allé à Plabardin. T'es cadet, tu découvres la clé, tu cours à 100 mètres du début jusqu'à la fin, tu découvres, tu dis c'est quoi ça? Je suis à 50 mètres, j'arrive plus à finir la course, je vais arrêter en plein. J'étais dans ma tête, je disais je vais arrêter avant la course, je vais arrêter avant l'arrivée. Parce que j'étais lactique, j'étais cardio, j'ai C'est Christophe Lemaître, il avance pas. Et je l'ai gagné quand même, mon 200. ouais. Je l'ai gagné quand même, mais j'ai fait parce que c'était vraiment le mental. T'es vraiment parti comme un 100 mètres? Oui. Moi, je connaissais pas, on me dit, ça 200 mètres, c'est du sprint. Bah, je dis, ok, je cours comme Moi, du j'ai sprint. fait ça au cross du collège. Débile. T'es parti comme un fou. Débile, je suis parti, il y avait tout le monde qui regardait et tout. J'ai fait un sprint de Il y a 200 mètres. toujours un vélo qui fait ça en partant. J'ai fini sur les rotules et les profs de sport, ils voyaient passer devant chaque fois, ils me disaient calme-toi. Et en fait, j'ai jamais fini le truc. Tu sais quoi, j'ai une anecdote trop cool pour les crosses. Je conseille à tous les enfants de faire ça. Si vous n'aimez pas les crosses, c'était ce que je faisais à chaque fois. N'y allez Je partais dans le rythme aussi. Mais je partais dans le rythme de tout le monde et il y a toujours un enfant qui abandonne ou qui vomit. Tu te mets à côté de lui. Et tu l'aides. Et du coup, j'avais toujours la médaille du mérite. Je vous jure, ça marche à tous les coups. Voilà. T'avais des drôles d'ambitions sportives quand même, Héloïse. Mais le cross du collège, ne partez pas horrible. comme des débiles en sprint. On a envie de faire le malade devant les filles du collège. Ça marche pas, tu finis pas le cross. Pour revenir sur le côté sport le plus dur du monde, moi je trouve que techniquement, pour y revenir, j'aurais pas ma place sur un terrain de foot de haut niveau techniquement. T'es dur avec toi. Je suis assez dur. J'aurais peut-être ma place. Et sur un terrain de basket, par contre, sur un terrain de triathlon, entre guillemets, Oui. je peux faire toutes les disciplines. Par contre, oui, j'aurais pas l'endurance pour le faire, mais techniquement, je suis capable de faire un triathlon. Mais en fait, moi je Je pense vais que me noyer, Non, mais mais je suis techniquement, capable. non. Bah, dans ce cas, Ah tu non, finis tu pas. finis pas. Alors ça, Mais si. techniquement, je suis pas sûre que Parce tu que finis. là, c'est l'endurance qui Dans les joue. eaux, mec, dans les eaux finir au fond de l'océan, c'est pas finir un triathlon. Mais non, mais c'est de l'eau vive aussi, faut pas l'oublier. Hein. Je suis Oui, pas oui. sûre que tu finisses. Hein. Ça fait super Ah peur ouais, je suis d'être un dans gars de l'eau vive. l'océan. hein. Non, Bah, la natation, ça, si tu sais pas bien nager, J'ai eu 20 en ça te natation. rattrape. Ça T'as te écrit rattrape. tout ça. J'avais une piscine creusée, j'ai eu 20 en natation. Papa Il a a un réussi stylo. dans la vie. Hein. Il drop the mic ou Ouais, j'aurais ouais, là Dans le Beaujolais, Non, donc mais ça surtout coûte que t'es très en peu eau vive, cher. t'es entouré de plein d'autres athlètes. Déjà, ça bouge dans tous les sens. Et lui, tu te noies, il y a personne qui te voit en fait. Ça fait trop peur. Un Ironman, c'est 3,8 km de nage. Tu penses que tu t'arrêtes au bout de combien de temps? Oh, 200 mètres, hein. Allez, 300 si je pousse un peu. Non, moi je nage comme un caillou, donc faut pas essayer non plus, hein. Et encore, je pense que même un caillou, ça nage mieux que moi. Donc, C'est dans de l'eau vive et j'ai trop peur de pas voir ce qu'il y a sous mes pieds. Tu penses que tu pourrais faire un Ironman en piscine? Non plus. Je pense que je peux pas faire non plus. Héloïse le disait très bien, dans l'eau vive, c'est assez compliqué. Pour le coup, le vélo, je pense pouvoir le faire. Et le marathon, je pense pouvoir le faire. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le triathlon, c'est de plus en plus pratiqué par les gens. La FFF Tri, ça s'appelle comme ça la fédération, il y a 63 000 licenciés. Progression de 40% en 10 ans. Âge moyen 38 ans, par des femmes 30%. Donc c'est quand même Ah ouais. un sport qui se développe énormément. J'ai l'impression que c'est un truc aussi de deuxième partie de. De vie. De vie. Ouais, de Parce vie, que en ça fait. coûte cher, 3 500 € en moyenne. Tu mets oui, le vélo. en équipement pour un triathlon. Le vélo, ouais, déjà. déjà, rien que le vélo, oui, déjà de qualité. Ouais. Donc c'est pas donné à tout le monde quand même de faire du triathlon. Je pense qu'il y a ce Au-delà truc de de, l'endurance. comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le fait de vouloir être le meilleur athlète, le meilleur humain et tout, bah
tu fais de la course à pied, ok, c'est bien. Maintenant, j'ai fait un marathon, qu'est-ce que je peux faire de plus dur? Qu'est-ce que je peux réussir à faire de plus complet? Et j'ai l'impression que le triathlon ou l'Ironman aujourd'hui, c'est ce qui remplit tous les critères. C'est pour ça, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de s'essayer parce qu'il y a la tendance du running. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du running? Bah, il y a ça, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir des Ironman, notamment à Nice, on vous rappelle, avec Ramy Faye. On va quand même demander l'avis à des triathlètes, c'est quand même le plus important, sur est-ce que c'est le sport le plus dur du monde? Alors je sais pas si c'est le plus dur, mais il y a quand même des composantes qui le rendent vraiment difficile. Pour moi, les deux choses qui le rendent vraiment difficile, c'est d'une part le temps que ça prend, parce qu'il y a 3 sports à travailler, on peut pas forcément faire de raccourcis, et donc forcément s'entraîner dans les 3 sports, ça prend énormément de temps. Le deuxième truc qui le rend difficile, c'est l'équilibre qu'on doit trouver entre chaque sport notamment. Par exemple, c'est compliqué d'être à son top en course à pied et en natation en même temps. Donc on doit tout le temps faire des choix entre l'entraînement dans les différents sports, dans les différentes filières, sur les filières plus rapides, sur les filières plus aérobies, etc. Donc voilà, c'est ces deux choses-là qui pour moi rendent le triathlon vraiment difficile. Voilà, écoutez, nous on a essayé de plus ou moins répondre à cette question sur est-ce que le triathlon est le sport le plus dur du monde. Je te propose, Christophe, de finir avec une dernière petite partie où on te pose quelques questions. Et après, on te laisse rentrer chez toi. Ça te va? Non. En courant. Il veut rester. Il veut rester. Non, je me casse directement. Les questions qu'on a toujours voulu poser à Christophe Lemaître. La première question qu'on avait, on en a pas mal parlé en off, c'est à quel point cette histoire du blanc qui court vite a été chiante à gérer pour toi? Je dirais pas qu'elle était chiante, dans le sens où on en parlait déjà un peu avant que je fasse les 10 secondes. Tu vois, dans l'année 2010, j'avais déjà couru, je fais les interclubs, la finale des interclubs en 10.03. Je vais à Bergen, championnat d'Europe par équipe, je fais 10.02. Donc, je me rapproche à chaque fois, donc on commence déjà à en parler. Donc, tu vois, l'avantage, c'est que, comme on a déjà commencé à en parler, j'ai déjà commencé à me préparer là-dessus, tu vois. C'est même pas arrivé comme ça. T'imagines, je fais moins 10 à Valence. Qu'est-ce que ça fait le premier blanc? Je fais, hein? Non, tu vois, j'avais pas cette arrière tu vois, dès départ. Mais, en fait, le problème, c'est que c'est pas chiant, parce que j'avais peur que ce soit mal interprété, qu'il y ait qu'on fait dans trop du sport. Moi, j'ai toujours tout de suite mis les points sur les i en disant moi je m'en fiche de cette histoire-là. Ce qui comptait, c'était faire moins de 10 secondes, que c'était une étape obligatoire si je voulais viser le très haut niveau, et d'avoir fait le record de France, et c'est tout, tu vois. Même à l'heure d'aujourd'hui, on me parle encore de moi comme le premier sprinter blanc, tu vois. On parle pas de Christophe Lemaître, médaille olympique. On en parle un peu. Ouais. Mais on parle plus de moi, tu sais, par exemple, quand on me présente... Parle de ta couleur de peau. Quand on me présente dans certains trucs, Christophe Lemaître, médaille olympique, premier sprinter blanc, comme si c'était un palmarès, tu vois, comme si j'avais c'était ta médaille à toi, finalement. Tu sais, sur le palmarès Wikipédia, médaille olympique, médaille d'Europe, premier sprinter blanc, tu vois. Mais tu sais, Larry Bird, dans les années 80, début 90, il disait que c'était le meilleur basketteur blanc de tous les temps. Tu sais, Larry Bird, il dit que c'est le meilleur basketteur blanc de tous les temps. Il y a toujours ce truc-là, cette comparaison qui me fait penser un petit peu à ce qu'on dit sur toi, tu vois, c'est vrai qu'alors qu'en fait, on s'en fout, quoi, tu vois. Tu joues au basket et qui est le meilleur, quoi. Toi, évidemment, tu préférerais qu'on dise médaille olympique. Non, mais t'imagines que, regarde, j'ai fait, quand tu m'as présenté, j'ai fait médaille de bronze à Daegu en 1980. Je suis le premier Français à faire moins de 20 secondes. Incroyable. Personne me parle de ça. Personne me parle du fait que j'ai fait 19,80, c'est le record de France, que j'ai fait le premier Français en moins de 20 secondes, j'ai fait médaille d'égout. La médaille d'égout, personne n'en parle. Personne n'en parle. On parle soit de la médaille de Rio et premier sprinter blanc. Point. Ou alors le triple à Barcelone. Si le triple à Barcelone, ça aussi, on en parle assez souvent. Mais... Le championnat d'Europe. Ouais. Mais tu vois, la médaille de Daegu... Alors qu'à Daegu, à ce moment-là, c'était attention, le niveau sur le 200 mètres, c'était quelque chose. Oui, de toute façon, c'était Bolt, Walter Dix et moi derrière. Je crois que Bolt, il fait 19,58. Donc déjà, ce qui est incroyable. Dix, il fait 19,70. Je suis un 10e de la médaille d'argent. Donc bref, il y avait, je crois que les 3-4 meilleurs performeurs mondiaux étaient présents dans cette finale. Donc c'était une grosse finale relevée. Personne ne parle de cette médaille-là. Personne ne parle de cette course. C'est incroyable quand même. Et on parle les 3 trucs qui reviennent, c'est si je fais une liste, c'est premier sprinter blanc, médaille de bronze à Rio et triplé Barcelone. Point. Pour toi, c'était quoi fondamentalement ta plus belle course? En termes de performance absolue, je dirais forcément Daegu parce que c'est 10,80, c'est mon record personnel. Ensuite, si on prend en termes de palmarès,
d'émotion et de vécu, forcément, c'est ces Jeux de Rio avec la médaille olympique. Ça vient aussi après des années de galère, de contre-performance, de blessures, où beaucoup de gens m'avaient enterré, disant que c'était fini, je ferais plus rien derrière. Alors que moi, derrière, j'ai toujours cru en moi et en ma capacité de revenir au plus haut niveau. Puis après, un peu ce storytelling avec ce temps d'attente après l'arrivée où plusieurs secondes qui passent et on connaît toujours pas le troisième parce que ça se départage en 3 millièmes de seconde entre moi et Adam Gimili le quatrième et ensuite la libération à la vue du résultat. Forcément, il y a tout ça qui fait que c'est la plus belle course. T'as conscience quand même, parce que t'es très humble, tu prends beaucoup de pincettes quand tu parles de toi, mais d'être l'un des athlètes français les plus marquants de l'histoire? En fait, j'en sais rien en fait. Alors moi, c'est marrant que tu dises marquant, mais est-ce que tu as l'impression moi j'ai plus l'impression que t'es un des sportifs français les plus sous-cotés, les moins reconnus. Et ça va dans le sens de ce que tu viens de dire un peu. Tu le ressens ça? T'as pas d'amertume par rapport à ça? Non, j'ai pas d'aperdu parce que comme on l'a dit avant, moi j'ai pas cherché à me mettre en avant sur les réseaux, etc. Donc parce que beaucoup de choses passent sur les réseaux sociaux maintenant, puisqu'il y a la télé, la radio, etc. Même le podcast, personne les écoute, etc. Donc, Non, le nôtre beaucoup. On fait quand même quelques vues. Mais voilà, non mais je veux dire, tout passe par les réseaux sociaux. Et moi c'est vrai que moi je me suis amusé à faire un petit truc. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai comparé mes nombres d'abonnés à des athlètes qui n'ont pas de palmarès. Mais je suis nul en termes d'abonnés. Non, mais je te dis, t'as des gens qui n'ont aucun palmarès. Même par rapport à moi, donc. Christophe, je te rassure, c'est quand même mieux d'avoir ton palmarès que d'avoir 40 000 followers. C'était sympa le petit moment où t'as fait un petit concours de beats d'abonnés avec Christophe Lemaître. Là, il a pas relevé, hein. Il a pas relevé. Pourtant, je suis allé le chercher et tout. Il a moins de followers que moi, ça arrive. Hein. Bien beau de courir vite. Il a 20 000 de plus? Écoutez, l'info fait mal. Mais t'imagines dans une société où t'imagines, on prend une personne qui a des médailles olympiques mondiales, qui a moins de followers que même 2 fois moins, voire 3 fois moins de followers qu'une personne qui a pas de palmarès. Mais parce que tu l'as voulu aussi. Oui, je l'ai voulu aussi, évidemment. On appelle aussi ça l'influence. Non, mais pas que les gars. Je trouve que il a raison. Je trouve que c'est pas normal aujourd'hui que t'as des athlètes comme ça mondialement reconnus parce qu'ils ont même changé leur sport aussi. Il y a de ça et qui aujourd'hui sont moins valorisés ou reconnus que des personnes qui savent juste bien s'exprimer. Je trouve que c'est pas forcément juste pour le coup. Après voilà, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui, mais c'est vrai que il y a ce truc où quand on pense aux plus grands athlètes de tous les temps en France, tu reviens, c'est sûr, mais tu reviens pas automatiquement alors que ce que tu as fait dans le sprint, que ce soit au niveau français ou au niveau mondial, c'est exceptionnel. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a ce truc très sous-coté, mais tu dis que t'as pas conscience de faire partie des plus gros athlètes de tous les temps. Après c'est après comme moi si on parle athlétisme, athlète de tous les temps, moi je mets top 1 Marie-Jo forcément. J'espère bien, sinon je quitte la table. Mais moi je quitterai la table si je dis autre chose. Moi je pense Marie-Jo, je pense Christine Aron. Après moi je mettrais des Renaud et des Kevin Mayer. Alors Christine Aron, la famille, on a adoré Christine Aron. Oui voilà. T'as un meilleur palmarès que Christine Aron. J'en sais rien en fait. Si, on te le dit, c'est notre métier, on est journaliste, donc on te le dit. on adore. Mais tu vois, moi après, je mettrais un Renaud Lavigny et Kevin Mayer par rapport à leur palmarès également, ce qu'ils ont fait aussi. Okay. Après, je me mettrais, 5 ou 6e position, je sais pas trop qui je mettrais en 5. Jean Galfione? Non. Et comme champion olympique quand même, Jean Galfione, tu peux pas. double médaille un concours de olympique. petit niveau, hein, mais. Je trouve ça lunaire que Christophe se place pas dans le top 3 des athlètes français. Je crois qu'il se rend pas compte du palmarès et de l'homme et de ce qu'il a fait pour le sprint et pour l'athlétisme en France. Moi, honnêtement, j'avoue que c'est top 1, Marie-Jo. Top 2, Christophe. Top 3, je dirais Maïd Mekessi. Ouais. Bon, très bien. En tout cas, on a fait le tour de cette émission. Merci Christophe, t'es très agréable Ouais, c'était très cool de t'avoir. J'espère que t'as passé un bon moment. N'en doute pas, t'es un grand du sport français, voilà. Bon, ça va. Voilà, j'espère que t'as passé un bon moment quand même avec nous. Ça va, pas trop mal. Tu reviendras? Pas sûr, mais bon. Ça dépendra du prix des billets de train. Si ça augmente entre temps, on verra bien. Tu peux courir, arrête un peu. Merci Héloïse, merci Erwan. Merci à Tom. Merci à toute l'équipe technique évidemment qui, vous voyez, l'émission est de plus en plus belle. Donc c'est grâce à eux. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ce sera avec, je ne sais pas encore, c'est la grande surprise. À toutes. Et je crois que la Coupe du Monde démarre dans 1 semaine. Donc soyez prêts. J'ai très faim. S'il suffisait. Ah ouais, parce qu'en plus, t'as bouffé un testicule aussi lundi sans chier. Oh. S'il suffisait d'aimer. Ouais, je chante très bien, moi. Toute humilité. Tu pétais? Christophe, on va y aller. Ok. Comment ça s'est passé ta première dans Offense? Très bien passé. C'était très cool. C'était très dédent. Donc j'étais
Bien passé, je suis assez content. Ouais, ça s'est très bien passé. Ouais, l'épisode de fin très très cool avec une légende de l'athlétisme. Vraiment, et Héloïse, faudrait lui redonner quand même ses lettres de noblesse. C'est une légende de l'athlétisme. Ah, tu parlais de Christophe Lemaître. Non, très cool, Christophe Lemaître. C'est des mecs qu'on a vus quand même à la télé, qu'on a suivis pendant les Jeux Olympiques, qui est un mec qui, surtout sur une distance comme le sprint, le 100, le 200. Et là, hop, il est autour de la table. On fait un beau métier. J'ai adoré cet épisode pour la simple et bonne raison qu'on était 2 athlètes, mais surtout un grand athlète, et ça fait du bien d'être représenté. On a vu que tu défendais toujours Christophe Lemaître. Est-ce qu'il y a vraiment ce côté fraternité dans l'athlétisme français ? Je pense qu'il y a un côté très fraternel dans l'athlétisme parce que c'est un sport qui est sous-coté et qui est beaucoup moqué aussi, et donc je pense qu'il y a un truc un peu naturel chez nous de se défendre mutuellement. Dans une émission où on parle course à pied, natation, cyclisme et gym, est-ce que tu t'es senti exclu du débat ? Je me suis pas senti exclu du débat. Par contre, je me suis dit qu'il fallait que je prenne beaucoup de hauteur, par contre. Et aujourd'hui, c'est quoi ta gastronomie préférée plutôt ? Testi crousti, tacos, burger, kebab ? Il se régale comment, Christophe Lemaître ? Bien que j'ai testé la trend de Testi Crousti quand même pour essayer, pour pas me rebête, je suis plus burger que tacos. Tacos, je trouve que c'est trop. Ouais, je suis plus burger, tu sais, avoir les protes, tu vois. Ah ouais. Coach sportif, quoi. Voilà, exactement. Toujours.